Voici les civilisations antiques aux savoirs les plus intrigants. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8. Parole de l'au-delà. Des chercheurs à l'hypogée de Al-Saflieni ont fait des découvertes pour le moins très fascinantes et qui seraient peut-être la preuve que ces bâtisseurs détenaient un savoir très avancé et très mystérieux. La structure située sur l'île de Malte est un complexe funéraire ou une nécropole comportant de multiples chambres et salles. Il s'agit d'un cas unique de cimetière préhistorique souterrain, construit entre 4100 et 2500 ans avant notre ère. Le lieu, construit à l'âge de pierre, servait de lieu d'inhumation, mais aussi de temple et d'hôtel pour des cérémonies rituelles. Mais un endroit en particulier au sein de l'hypogée est très intriguant. Il s'agit de la chambre de l'oracle. Elle aurait été utilisée pour littéralement parler aux morts. En tout cas, c'est ce que croyaient les gens de l'époque. La chambre de l'oracle a une réputation légendaire pour un comportement sonore et acoustique exceptionnel. Une étude fascinante nommée Analyse archéoacoustique de l'hypogée de Al-Saflieni à Malte par le docteur Fernando Coimbra a révélé des résultats aussi intrigants qu'époustouflants. La salle est une chambre acoustique sculptée avec une surface intérieure arrondie. Le résultat est un écho qui se reflète dans tout l'hypogée. Se tenir à l'hypogée, c'est comme être à l'intérieur d'une cloche géante. À certains endroits, une personne ressent la vibration du sang dans les os et les tissus, en plus de l'entendre dans ses oreilles. La parole prononcée dans la salle de l'oracle est amplifiée au centuple et se fait entendre dans tout le bâtiment. Imaginez maintenant comment l'oracle a parlé, et ses paroles ont grondé avec un rugissement dans un endroit sombre et mystérieux, dans une ambiance mystique entourée par les morts. L'explication scientifique est que le cerveau humain réagit à certaines fréquences sonores qui provoquent des réactions physiques, et chaque personne a sa propre fréquence d'activation individuelle, toujours située entre 90 et 120 Hz. Lors des tests, une voix masculine profonde accordée à ces fréquences a stimulé un phénomène de résonance dans tout l'abdomen, créant un effet de refroidissement des os. Les sons ont fait écho pendant près de 8 secondes. L'archéologue Fernando Coimbra a déclaré avoir senti le sang traverser son corps à très grande vitesse, provoquant une sensation de détente, et lorsque cela s'est répété, la sensation est revenue et il a également eu l'illusion que le sang se reflétait de son corps vers les anciennes peintures ocre-rouge sur les murs. Alors, savoir perdu ou coup de chance? Je vous laisse en être juge. Numéro 7. Science mésopotamienne. Les Sumériens sont sûrement la civilisation préhistorique la plus impressionnante, et on leur doit plein d'inventions qui sont toujours primordiales dans nos vies de tous les jours. De la roue en passant par les jeux de société jusqu'au premier système numérique et la première écriture. Mais l'étendue de leur savoir ne s'arrête pas là, à tel point que leurs connaissances sont toujours la source de l'un des plus grands mystères de l'histoire. La civilisation sumérienne a commencé avec des cités-états qui ont commencé à émerger à peu près 3500 ans avant notre ère, au sud de la Mésopotamie, une région où se trouve actuellement l'Irak. La civilisation a prospéré, des cités grandioses ont vu le jour, telles que Babylone, sous les ordres de grands souverains légendaires comme Hammurabi. Alors qu'au nord de la Mésopotamie, la Syrie se développe à un rythme tel qu'elle en deviendra un empire universel. Le premier dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Une prospérité qui va durer jusqu'en 539 avant Jésus-Christ, avant de tomber sous domination perse. Mais cette civilisation vieille de plus de 5000 ans nous a apporté beaucoup plus que l'on croit. En commençant par l'écriture qui a commencé par des petits dessins et des pictogrammes jusqu'à se transformer en écriture beaucoup plus perfectionnée, le cunéiforme. Mais ils avaient surtout une connaissance très mystérieuse des mathématiques. Mais ce que les historiens trouvent fascinant est que les Sumériens semblent avoir développé l'écriture et des connaissances en mathématiques très avancées en même temps. Ils ont même inventé le premier système numérique de l'histoire, le sexagésimal. Et selon nos connaissances actuelles, les humains avant les Sumériens ne savaient pas écrire et avaient peu, voire pas de connaissance des mathématiques. Mais soudainement, les Sumériens se sont mis à écrire des épopées, à faire de l'astronomie. Ils ont même découpé l'année en 12 mois, de 30 jours. S'en est ensuite découlé la subdivision de 60 secondes pour 1 minute et 60 minutes pour 1 heure. Cela en devient d'autant plus troublant quand on sait qu'ils ont aussi inventé la roue à peu près 3500 ans avant notre ère, avant de se lancer dans des opérations mathématiques
mathématiques très complexes, comme des algorithmes, des extractions de racines carrées et cubiques, et ce, vers 3200 ans avant Jésus-Christ. Cette évolution fulgurante sur une période qui ne dépasse pas les 3 siècles laisse les historiens très perplexes quant à l'origine et l'évolution de tant de savoirs. Numéro 6. La légendaire tablette d'émeraude. On dit que la tablette d'émeraude est une tablette d'émeraude ou de pierre verte sur laquelle sont inscrits les secrets de l'univers. Rien que ça. L'histoire la plus courante prétend que la tablette a été trouvée dans une tombe creusée sous la statue d'Hermès à Tyane, serrée dans les mains du cadavre d'Hermès Trismégiste lui-même. Hermès Trismégiste, ou Hermès le Trois-Grand, est l'un des personnages les plus importants de la mythologie de l'alchimie, dont il serait d'ailleurs à l'origine. Le nom de ce personnage est dérivé du dieu égyptien de la sagesse Thoth et de son homologue grec Hermès, puisque lui-même serait originaire d'Alexandrie durant la période d'Égypte hellénistique. Et puisque le personnage est censé être à l'origine de la pratique d'alchimie et de toute la philosophie qui l'entoure, cette tablette est censée contenir des savoirs secrets sur l'univers. Mais il existe aussi plusieurs autres légendes entourant cette tablette, comme par exemple le fait qu'il aurait été créé par le dieu égyptien Thoth lui-même. Armando Meilly, chercheur en égyptologie prédynastique, écrit en parlant de Thoth: il a divisé son savoir en 42 plaques d'émeraude, codifiant les grands principes scientifiques qui régissent l'univers. La légende raconte qu'après la chute des dieux, les tablettes hermétiques ont été habilement cachées afin qu'aucun être humain ne puisse les trouver. Seul Thoth, à son retour dans cette dimension, a pu récupérer le livre mystérieux. Il n'y a aucune preuve de l'existence de la tablette. Néanmoins, la chose qui s'en rapproche le plus est le Kitab Sir al-Halika, ou le livre du secret de la création, qui serait essentiellement une version arabe de la tablette d'émeraude. L'introduction du livre du secret de la création est un récit qui explique notamment que toutes choses sont composées de 4 principes élémentaires: le chaud, le froid, l'humide et le sec, les 4 qualités d'Aristote donc, dont les combinaisons expliquent, entre guillemets, les rapports de sympathie et d'empathie entre les êtres. Tout cela semble tiré par les cheveux, mais néanmoins, plusieurs irréductibles persistent toujours à y croire. Numéro 5, le calendrier Maya. Les Mayas disposaient d'un système de calendrier étonnamment avancé, à tel point que sous sa forme finale, le calcul des Mayas était si précis que la correction de leur calendrier est de 10 millièmes de journée plus exacte que le calendrier en usage actuellement dans le monde entier, ce qui est juste impressionnant. En réalité, ils disposaient de plusieurs calendriers, mais la vie des Mayas était structurée par 2 calendriers principaux. Le premier, le cycle Ab, est un calendrier de 365 jours et il est très proche de l'an solaire tel que nous l'utilisons aujourd'hui même. Le calendrier Ab compte 19 mois en tout. 18 mois du calendrier sont appelés Winal et chaque Winal est composé de 20 jours. Le 19e mois se compose de 5 jours et ce mois de 5 jours est appelé Wayeb. Le deuxième est un calendrier divinatoire et religieux appelé Tzolkin et n'utilise pas de mois comme le calendrier Ab. À la place de mois, des glyphes de 20 jours sont utilisés en les combinant avec les chiffres 1 à 13. Cette combinaison produit en total 260 jours uniques. Il existe aussi une troisième sorte de calendrier, le compte lent, et c'est un décompte permettant de faire le lien entre le Ab et le Tzolkin et d'établir la position d'un événement historique donné dans les 2 systèmes, dont faisait d'ailleurs partie le supposé cataclysme qui était censé frapper la Terre le solstice d'hiver de 2012. Mais cataclysme ou non, les Mayas par leur calendrier ont prouvé qu'ils avaient des connaissances hors pair en astronomie qui leur ont permis de créer l'un des calendriers les plus précis de l'histoire. Numéro 4. La dernière dame de la soie de mer. Pour ce sujet, nous n'allons pas parler d'un savoir secret, mais d'un savoir qui sera bientôt perdu, puisqu'il n'existe plus qu'une seule détentrice vivante de ce savoir, la fabrication de la soie de mer. On connaît tous la soie classique qui est produite par le ver à soie, mais la soie des mers est tout aussi légendaire. Très appréciée durant l'Antiquité pour sa finesse et ses reflets dorés, elle était destinée à vêtir les personnes des plus hauts rangs religieux et politiques. Mentionnée dans la Bible et que l'on croyait disparue à jamais, la soie de mer est une
fibres d'origine animale extraites du Pinna nobilis ou grand de nacre, un mollusque bivalve en voie d'extinction qui sécrète des fils d'or sur les fonds marins. Aussi appelé byssus, les fibres nécessitent un traitement délicat avec une méthode longue et complexe, inchangée au fil des siècles. Mais la seule personne capable de transformer cette fibre en tissu le plus rare du monde est Chiara Vigo. Ce savoir millénaire sera donc sans doute perdu après sa mort, et l'on sait que le tissu était utilisé par les Égyptiens, les Romains et les Grecs. Sa délicatesse, le processus de fabrication extrêmement laborieux et surtout ses reflets dorés l'ont rendu un incontournable de tous les puissants autour de la Méditerranée. Certains historiens pensent que la soie de mer serait même l'inspiration derrière le mythe grec de Jason et la toison d'or. Mais aujourd'hui, la grande nacre est en grand danger de disparition à cause de la pollution marine. Rajoutez à ça la perte du savoir-faire, le processus extrêmement laborieux afin de récolter et de tisser les fibres, et on se retrouve avec un savoir-faire millénaire bientôt perdu à tout jamais. Numéro 3. Michel-Ange, le médecin. Quand je vous dis Michel-Ange, vous pensez certainement à la chapelle Sixtine, la Pietà ou même le David. Mais il y a d'autres aspects de ses connaissances qui sont un peu plus secrets. Comme bon nombre de ses contemporains, Michel-Ange ne s'est pas contenté d'une seule discipline. En plus d'être sculpteur et peintre, il était aussi architecte et poète. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est qu'il avait aussi un très grand intérêt pour la médecine. Comme le prouve un papier rédigé par le docteur F. Gibert intitulé Michel-Ange et la médecine de son temps. Mais c'est surtout un détail dans le David échappé à 500 ans d'observation et qui confirme le génie du grand peintre italien, capable par son œil clinique d'anticiper la science. Si dans beaucoup de sculptures et dans la physiologie quotidienne des individus, la veine jugulaire du haut du torse à travers le cou n'est pas visible, en revanche dans le chef-d'œuvre de la Renaissance exposé à Florence, elle est clairement distendue et en relief au-dessus de la clavicule de David. Comme ce serait d'ailleurs le cas pour tout jeune homme en bonne santé et qui se trouve à un niveau d'excitation parce qu'il doit faire face à un adversaire potentiellement mortel, dans ce cas Goliath. Un détail qui indique comment l'esprit d'observation a conduit Michel-Ange à sculpter quelque chose qui n'aura ensuite été décrit en détail que 100 ans plus tard, c'est-à-dire la mécanique du système circulatoire. Le docteur Baird, dans son papier, souligne l'importance de Michel-Ange pour l'histoire de la médecine, en relatant ses expériences de dissection débutées dès l'âge de 18 ou 19 ans. Il explique la passion de l'artiste pour l'anatomie, passion transmise d'ailleurs à ses élèves et ressurgissant dans ses travaux. Le docteur Baird rajoute d'ailleurs que Michel-Ange avait voulu rédiger un ouvrage sur l'anatomie, l'étude des corps et la dissection, et qu'il ne limitait pas ses expériences scientifiques sur les cadavres humains mais également sur les animaux, ce qui n'est pas sans rappeler son rival Léonard de Vinci entretenant les mêmes pratiques. Surprenant peut-être, mais pas tellement. Quand on pense à la perfection de son traitement des corps, on envisage très facilement son intérêt pour l'anatomie et donc pour la science de la médecine. Numéro 2, le culte d'Anubis. Anubis était l'un des dieux les plus importants pour les Égyptiens. Il était le plus souvent représenté avec une grande tête noire de canidé, sûrement un chacal. Il a été au départ le destructeur des morts avant de devenir le dieu des nécropoles et des embaumements. Sa dénomination originale chez les Égyptiens était Inpu au lieu d'Anubis qui est sa forme hellénisée par les Grecs. Et malgré l'existence de plusieurs temples dédiés au culte d'Anubis, l'endroit où il était réellement vénéré sont les endroits avec lesquels il était associé, à savoir les tombes et les nécropoles. Mais c'est en grande partie au culte d'Anubis que nous devons plein de découvertes que nous pouvons faire en Égypte aujourd'hui, puisque dans la mythologie égyptienne, c'est Anubis qui a embaumé Osiris après sa mort et c'est à lui que les savoirs d'embaumement et de momification reviennent selon la même mythologie. Mais le culte d'Anubis a joué un rôle beaucoup plus concret, puisque la majorité des Égyptiens de l'époque n'osaient pas piller les temples et toucher aux morts, puisqu'Anubis en était le gardien. Et toute profanation vaudrait à son auteur la colère d'Anubis dans l'autre monde. Il y a même plusieurs personnes en Égypte antique qui dédiaient leur vie au culte d'Anubis. Le culte a survécu pour plusieurs centaines, voire même des
des milliers d'années. Il a vu le jour à Sinopolis ou Kinopolis, une ville de l'Égypte antique située sur la rive orientale du Nil en Haute-Égypte. Mais les plus fervents croyants dans le culte d'Anubis étaient les embaumeurs qui, grâce à leur savoir impressionnant, ont permis à des momies de nous parvenir des milliers d'années plus tard. Numéro 1. Phytothérapie antique. Des archéologues ont découvert les restes d'un homme dans une nécropole médiévale en Espagne. L'homme mort il y a plus de 1000 ans a été placé dans la nécropole de Can Reiners dans l'ancienne cité romaine de Pollentia. L'homme serait décédé quand il était âgé entre 25 et 30 ans. Mais ce n'est pas par manque d'innovation médicale en tout cas, puisque les scientifiques y ont retrouvé la première preuve historique de l'utilisation de fougères sous forme de concoction médicale pour traiter toutes sortes de symptômes. Ce qui suggère donc que les habitants de Pollentia avaient des connaissances en phytothérapie dont on ignorait jusqu'ici l'existence. Et c'est grâce à une dent du défunt que la découverte a été faite. Des chercheurs de l'université de York ont trouvé des traces d'amidon et de cellules microscopiques provenant de spores de fougères. Ce qui est très bizarre est que les fougères n'ont presque pas été utilisées pour des usages médicinaux durant l'histoire, exception faite d'un récit datant du 1er siècle faisant état d'une boisson préparée à base de fougères pour soulager les malades. Au Moyen-Âge, les médecins, ou plutôt les physiciens comme on les appelait, ont commencé à expérimenter avec des plantes dans le but de soigner certains maux. Certaines recettes contenaient des fougères avec entre autres de la fleur d'oranger et du miel afin de soulager des rhumes, des pellicules ou encore des calculs rénaux. Et ils n'avaient pas tout à fait tort d'ailleurs, puisque des études récentes ont prouvé que les fougères avaient quelques propriétés médicinales. Et les archéologues ont fait une découverte déchirante qui a attristé le monde entier. Un bébé né dans la tombe. Découvre son histoire en cliquant sur cette vidéo.